On n'a pas fait d'essai de micro, maintenant c'est un peu plus... C'était pour voir si vous étiez réveillés. Et donc je suis directeur de la performance du Technocentre chez Orange. Et on va vous parler d'un projet justement d'amélioration de la performance qui s'appelle OneRoof et qui vise à faire travailler les gens du marketing avec les gens de la technique et les gens du design dans des équipes intégrées. Et en plus, on a une petite problématique de travailler parfois à distance dans des sites qui sont différents. Donc, alors, on va c'est comme ça qu'on fait? Ouais. Attends, t'as pas la Vers présentation. le bas, hop, c'est bon. Donc, je ne vais pas vous représenter Orange en long, en large, en travers. Simplement, donc, au-delà de notre présence en France, on est quand même présent donc, dans 19 pays en Afrique et 10 pays en Europe. Et sur des métiers que vous connaissez bien au départ, c'est la connectivité fixe, mobile, Internet, et auquel s'ajoute la TV, auquel s'ajoute le paiement. Donc vous avez eu sortir une offre en France récemment, mais c'est quelque chose déjà qui fait... C'est une histoire déjà de plusieurs années en Afrique, avec Mobile Money. Et également le cloud qui monte en puissance depuis pas mal d'années, le big data aussi, et en dernier lieu, l'IoT. Et d'ailleurs, on va faire un petit zoom sur un des projets d'IoT qui est coaché par Benjamin. Et donc, au niveau de l'innovation, dans la partie corporate d'Orange, donc vous voyez qu'on est très distribué. On a à peu près 400 marketeurs qui sont distribués entre Châtillon, Amman et puis Abidjan. Et puis on a au niveau technique donc, des personnes qui sont distribuées sur 12 sites en France. Et puis dans combien de pays 19, je crois. Enfin, un certain nombre de pays, avec aussi beaucoup de présence d'Orange Fab, donc qu'on développe énormément pour justement essayer de faire beaucoup plus d'innovation qu'on a eu l'occasion d'en faire jusqu'à présent. Alors évidemment, l'agilité, c'est pas un sujet qui est très nouveau chez Orange, et ce dont on va parler, c'est qu'une toute petite partie de ce qui se fait en termes d'agilité chez Orange. Je pense qu'au départ, l'agilité, c'était surtout du Scrum dans les équipes IT, et donc avec une agilité un peu plus locale, c'est-à-dire que on avait un cahier des charges, et puis après on faisait des itérations pour développer le logiciel. Donc ça, c'était il y a quelques années. On a mis en place des pôles agiles, et puis on est en train de mettre en place un énorme programme d'API interne et externe. Donc là encore, avec Orange Partner, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un site et une équipe d'évangélistes qui permet de promouvoir les API à la fois en interne et en externe, et d'apporter à l'intérieur de l'entreprise cette vision de la voix du développeur, pour que justement, par rapport à ce qui a pu se dire ce matin ou toute la journée, qu'on ait vraiment quelque chose qui soit orienté et utile pour le développeur, avec des API qui sont depuis quelques années maintenant en self-service. C'est quelque chose d'assez nouveau pour les telcos. Avant, on était obligé de signer un contrat, etc. Enfin, quelque chose qui n'était pas du tout self-service. Et on est en train de passer en self-exposition, c'est-à-dire que les projets vont pouvoir s'exposer eux-mêmes leurs API à partir du portail d'API. Avec des programmes d'open source, des programmes de DevOps, de tests automatiques, et puis de création d'écosystèmes ouverts, notamment dans l'IoT, mais également sur la partie facturation, sur un certain nombre de choses. On est en train de mettre en place des écosystèmes. Là, un petit exemple de choses aussi qu'on fait pour les développeurs. Un petit kit 4G qui est un petit Arduino avec une puce, avec une antenne, que l'on peut mettre dans son objet connecté et faire un prototype et tester, voir comment ça marche avec le SDK qui va bien, qui permet d'éviter d'avoir la programmation d'une carte 4G. Enfin, s'il y en a certains qui connaissent, c'est un peu compliqué, c'est plus compliqué que le web.
et le SDK fait que c'est à peu près aussi simple que le web. Donc voilà un petit peu le genre d'activité qu'on a pour pousser l'agilité. Alors, pas de chance. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait notre projet OneRoof? Donc il y a quelques années, notre innovation, on a fait un grand diagnostic et on s'est rendu compte, ou en tout cas, même si on le savait déjà, en tout cas on a mis en évidence qu'on travaillait beaucoup trop dans nos silos métiers, avec un mode client-fournisseur, donc plutôt cahier des charges, après un développement, puis 6 mois, 12 mois, 18 mois après, on se rendait compte que c'était pas exactement ce qu'on avait demandé, on s'est pas compris, etc. Donc c'est des choses que vous connaissez, et avec une agilité qui était essentiellement technique, c'est-à-dire qu'on avait des itérations, mais c'était des itérations pour développer le cahier des charges initial. Donc on a mis en place donc, notre projet Nova Plus avec des créations d'équipes intégrées, avec un seul chef de projet. Donc avant on avait un chef de projet marketing, on avait un chef de projet à la R&D, on avait un chef de technique, un chef de projet de développement, voire pas plusieurs. Donc il y avait aussi un chef de projet dans le pays. Enfin, c'était finalement beaucoup de projets en parallèle qui étaient coupés par silos. Et donc là, on a mis en place des équipes intégrées qui étaient vraiment transverses à l'ensemble de l'entreprise et qui intégraient à la fois les compétences marketing, les compétences de design et les compétences de développement. Et avec un dispositif donc, qui est forcément orienté sur le développement d'un produit. Et donc une fois qu'on a mis en place ce projet, la question c'était comment est-ce qu'on se transforme pour opérationnaliser ça? Comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble une fois qu'on a mis les gens côte à côte? Quelle est la meilleure façon de travailler? Et donc c'est là qu'on s'est dit il ne faut pas réinventer la poudre, on va justement utiliser ces méthodes qui sont aujourd'hui beaucoup plus utilisées par la technique, mais pour la généraliser à l'ensemble de l'équipe projet. Et donc on a regroupé les équipes par site. Alors pourquoi je dis par site? Donc vous avez compris qu'on avait 12 sites techniques en France, un site marketing à Châtillon en France, plus les sites à l'étranger. On n'allait pas demander aux gens de Lannion de venir bosser 24/7 sur Paris, ni aux gens de Paris d'aller bosser à Lannion 24/7, même si c'est super agréable. Globalement, on avait 13 sites en tout, mais quand on regardait le détail des choses, c'était 13 sites, puis à chaque fois il y avait plusieurs bâtiments à l'intérieur du site, et puis il y avait évidemment plusieurs bureaux, et chacun dans son bureau dans chaque bâtiment. Et donc au lieu d'avoir cette situation-là, ce qu'on a dit, finalement, on va essayer de mettre déjà sur un site tout le monde dans le même bureau. Et d'où le terme OneRoof, et puis avec l'accompagnement d'un coach pour mettre en place l'agilité. Bonjour. Justement, le OneRoof, au-delà de l'aspect regroupement géographique des différentes parties prenantes, ça va chercher d'autres idées derrière qu'il fallait qu'on expérimente. Et il a été fait le choix de partir sur 5 projets pilotes pour juger et voir qu'est-ce qui pouvait être mis en place et composer ce OneRoof, cette démarche OneRoof. On a donc eu 5 projets, plutôt des gros projets, puisque on a un des projets, c'était l'ouverture des API, donc global d'Orange, plus d'autres projets qui sont quand même assez en visibilité sur le marché français, pour les accompagner dans leur structuration des méthodes agiles, mais aussi dans leur façon peut-être de penser et de s'organiser en mode produit et non plus en mode projet, pour faire écho à ce qui a déjà été dit dans plusieurs conférences aujourd'hui. On attaquait donc sur différents domaines fonctionnels, soit sur des box, soit sur de l'API, soit sur de l'IoT, sujet qu'on va creuser un petit peu plus, avec toujours, comme l'a mis en avant Franck, une réflexion forte sur les locaux. Au-delà de réunir les gens, il faut se poser la question, quels seraient les locaux idéaux, la configuration idéale pour que les gens travaillent bien ensemble, se retrouvent facilement, puissent faire des réunions au bon moment, avoir des zones où ils peuvent réfléchir et être au calme. Donc c'est aussi cette logique-là et cette réflexion-là que OneRoof a embarqué. Enfin, la logique du coaching et de la mise en place de l'agilité est tout sauf dogmatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de faire de l'agilité, du Scrum by the book, ou de pouvoir ensuite communiquer et dire que Orange est agile. On était vraiment à chaque fois sur une logique du sur-mesure
pour répondre à des problématiques spécifiques à chaque équipe projet et voir ce qui pourrait être adapté et ce qui pourrait être réutilisé ailleurs. Dans ce cadre, on a eu la chance de pouvoir travailler dans des locaux complètement repensés. Donc là, c'est le cas de la Villa Bonne Nouvelle, qui se situe métro Bonne Nouvelle dans le 9e, qui a donc été, c'est un projet mené par la RH Group, hein, si je ne me trompe pas, qui a donc décidé de se donner toutes les chances d'expérimenter et de travailler au mieux avec ses pilotes. On a donc eu la mise en place d'un grand open space, un grand espace sans mur, pour repenser cet espace de travail et arriver à un certain nombre de résultats. Ce qu'on voulait, c'était de l'ouverture. Alors de l'ouverture, vous voyez qu'il n'y a aucun mur, donc effectivement, c'est très ouvert. Mais on veut aussi une ouverture sur le reste du monde. Et on va voir que ça va se traduire par la présence, enfin, je vous le dis maintenant, de start-up, de boîtes externes dans ces locaux pour favoriser l'échange avec les personnes d'Orange, avec des personnes extérieures. On a voulu mettre en place de la convivialité. On ne le voit pas sur cette photo, mais on a la possibilité d'avoir une table de ping-pong, on peut faire du funambulisme, il y a une cuisine, il y a vraiment tout pour pouvoir passer un bon moment, de pouvoir vivre dans ces locaux. Et pour ma part, je suis toujours très content quand je vais intervenir là-bas, parce que c'est vraiment très agréable de passer du temps là-bas. Modularité, vous voyez ici qu'on a des rideaux. On a des rideaux qui nous permettent de nous couper et de couper le son, ce qui fait qu'on peut construire des espaces de réunion modulaires, pouvoir ouvrir ou fermer les cloisons pour pouvoir se regrouper et travailler ensemble. Et de la simplification. On a une personne dédiée qui s'occupe du bien-être des gens dans ces locaux, qui s'occupe du réapprovisionnement, qui s'occupe de nos accès de badges, qui s'occupe de toutes les choses un peu rébarbatives, administratives, qui peuvent nous poser des problèmes ou nous ralentir dans notre travail. Bref, ça ressemble un peu à l'espace de travail rêvé pour pouvoir travailler. Je voudrais ajouter, donc là ce qu'on voit, toutes les tables, par exemple, elles sont toutes sur roulettes. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on a des discussions assez fréquentes avec les syndicats sur savoir comment est-ce qu'il faut organiser les espaces de travail. Et on nous explique que finalement, on ne peut pas mettre plus de 4 personnes ensemble sur une marguerite. Au-delà de ça, le bruit est insupportable et que c'est pas possible. Et donc ici, tout est sur roulette. Les équipes peuvent s'organiser comme elles veulent. Et on voit que les tables, en fait, elles ne sont pas organisées par 4, par 6, par 8, mais elles sont organisées par 12. En fait, quand l'équipe intégrée est en train de bosser sur son projet, le fait d'être à côté l'un de l'autre, c'est une feature. C'est-à-dire que c'est un apport d'information qui est énorme pour elle. Et donc le fait de pouvoir se mettre et de pouvoir réorganiser son espace de travail comme elle le veut, ou de pouvoir s'extraire pour pouvoir suivre une réunion téléphonique aussi au calme, hein, et ça c'est quelque chose qui est super important, c'est vraiment quelque chose de clé. Et il y a des espaces différents. Donc là, malheureusement, on voit que il y a une partie derrière. Dans la partie derrière, on a un espace avec un canapé, avec même plusieurs canapés, des tables basses, et qui donne aussi une autre dimension à certaines conversations. Et donc ça permet aussi d'avoir, et une cuisine aussi, hein, donc il y a vraiment plusieurs espaces et qui permettent aussi de donner du non-verbal, d'avoir du non-verbal différent dans les conversations qu'on peut avoir avec les gens. Derrière, on a également un environnement qui est ouvert à l'extérieur. Donc c'est pas simplement un environnement dédié à Orange. Il y a une volonté forte, c'est de partager ces locaux avec des acteurs extérieurs. On va donc retrouver des boîtes qui font du design. On va retrouver des petites startups qui se lancent et qui veulent travailler et tester leurs différentes applications, qui vont se retrouver dans les mêmes locaux que les différents produits Orange qui sont en cours de développement. Donc ça aussi, c'est une approche assez forte. C'est une volonté de pouvoir s'inspirer de l'extérieur, de laisser la possibilité aux gens de pouvoir se retrouver autour du déjeuner ou après autour d'idées, d'échanges d'idées sur du design, sur des solutions techniques pour pouvoir avancer et progresser les uns par rapport aux autres. Dans ce cadre-là,
puisqu'on parle de coaching de projet. Il y a un projet en particulier qui a été identifié, qu'on a suivi et qu'on suit en termes de coaching. Il s'agit de DataVnew. DataVnew, c'est un projet IoT assez vaste, puisque vous voyez qu'il y a environ une soixantaine de personnes qui sont réparties sur 3 sites géographiques différents. Paris, Toulouse, Grenoble. Et il y en a même un 4e qui se crée au fur et à mesure. Chaque site regroupe des compétences, multi-compétences, et on est sur des technologies très diverses et variées. On va parler de big data, on va parler donc de mining, on va parler d'IoT, de développement d'applications iOS et Android, etc., etc. On est donc, je ne peux pas trop en parler, mais sur une solution globale qui va permettre à des utilisateurs de gérer leurs appareils connectés via un canal Orange et de pouvoir utiliser ces différents objets. Et après, il y a une réutilisation des données qui peuvent être mises en place. L'objectif de ce coaching, il était simple, c'était de travailler sur la mise en place de l'agilité au niveau de ce produit. C'est un produit qui a plusieurs canaux. On a un canal data, à proprement parler, un canal plus dédié sur la partie ouverture des API et des interfaces avec les développeurs et des partenaires qui travaillent avec Orange, et enfin un canal B2B2C sur la partie timeline, récupération des données des objets, gestion des objets. On a donc travaillé sur la mise en place de feature teams, chacune des teams étant représentée par les 3 canaux dont je vous ai parlé, et toute la logique pour casser cette idée du projet, ça a été d'intégrer dans les équipes, pas simplement des Scrum Masters et des Product Owners, mais d'intégrer aussi les équipes opérationnelles au niveau marketing. D'intégrer les gens qui vont gérer les partenariats avec ceux qui fournissent des objets connectés. Et de réunir ces personnes-là dans un même lieu, plusieurs fois par semaine, et de les réunir pour qu'ils travaillent ensemble. Ici, vous avez un BMC qui est présenté. On a travaillé sur des trames de BMC pour réfléchir à la proposition de valeur qu'on voulait apporter à nos différents utilisateurs, à nos différentes cibles. On a donc eu plusieurs BMC qui ont été rédigés. Derrière, on est vraiment dans une logique de learn fast avec une volonté de tester et de pouvoir pivoter rapidement sur nos solutions. Le fait est que le travail du marketing ne s'arrête pas à ça, ne s'arrête pas simplement à l'idée de penser une proposition de valeur. Il est intégré complètement dans la vie de l'équipe quotidienne, au quotidien. Il participe au stand-up, il participe aussi à leur façon à la priorisation des différents sujets. Et tout ça a nécessité aussi un travail assez important sur toute la partie agilité à l'échelle. Pour se poser la question, comment est-ce qu'on fait intervenir toutes ces personnes au bon moment et dans ce processus. On a donc structuré le projet ou le produit DataVnew en plusieurs feature teams, donc les 3 que je vous ai cités, mais on a mis en place un niveau de portfolio qui permet à la direction de produit et donc au marketing et aux gestions de partenaires de pouvoir identifier des épiques fonctionnelles ou techniques, des grandes initiatives importantes au niveau du produit et de les prioriser. On a donc un alignement complet entre les différentes équipes et les différents niveaux des équipes. En haut, un portfolio qui permet de piloter au niveau stratégie le produit, qu'est-ce qui doit être mis en place rapidement, qu'est-ce qu'on doit tester, qu'est-ce qu'on doit valider auprès de nos utilisateurs. Ça peut être des choix fonctionnels ou des choix techniques. Et on regroupe toutes les personnes derrière cette logique. Et derrière, des équipes en feature team qui regroupent donc toutes les compétences, iOS, Android, le data, à l'intérieur pour pouvoir développer, analyser et implémenter et livrer rapidement de la valeur au niveau des équipes. Chacune des équipes qui travaillent dans ces feature teams ou dans ces trains travaille en Scrum. On a donc réussi à monter une organisation agile au niveau d'un produit. Avec une idée forte, c'est de dire que DataVnew devient une entreprise à l'intérieur de l'entreprise Orange. On va essayer donc de lui donner un maximum d'autonomie
pour pouvoir prendre ses décisions rapidement, pouvoir pivoter rapidement aussi. Merde. Mais on se pose aussi une question, puisqu'on parle des sites depuis tout à l'heure. Toulouse, Grenoble, Sophia Antipolis des fois, et puis des gens à Paris. Alors comment est-ce qu'on fait pour gérer la distance? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour faire de l'agilité quand on a des équipes qui sont aussi éclatées et aussi éloignées? Alors, on a tous la solution de la pieuvre, où on se réunit à 10 ou à 12 autour de la pieuvre, avec quelqu'un qui parle, quand tout le monde parlait en même temps. On a testé, et on a vu que ça marchait pas très bien. On a eu de la chance dans ce cadre-là, puisque chez Orange, y a un robot qui s'appelle Ubi, qui est en démo à l'espace Mezzanine, donc c'est pas que de la déco, vous pouvez jouer avec, le déplacer. C'est un robot de téléprésence. Et il a permis de faire participer des gens basés à Grenoble, à Toulouse ou à Sofia, et de participer à des rétrospectives ou à des stand-up. Alors ce robot, effectivement, on pourrait se dire, c'est une grosse webcam, puisqu'on voit qu'on a un retour image, on a une caméra ici. Mais vous voyez qu'on lui a mis aussi des roues. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne à Toulouse, qu'on a sur cette photo, hein, cette personne était à Toulouse pendant la rétrospective, a la capacité de pouvoir déplacer le robot, et donc de se déplacer dans l'open space pour aller parler aux personnes à qui il a envie de parler. Alors ça fait un peu gadget, je vous l'avoue. Mais c'est la première fois que j'ai réussi à faire une rétrospective avec un mec à Toulouse, et qui était réellement à Toulouse, et qu'on a fait une rétrospective où il a pu parler, il a pu être entendu, et il a pu pousser ses idées. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Moi, j'étais très dubitatif au départ, et je suis assez impressionné par le résultat. Vous voyez aussi l'avantage, c'est qu'il y a une capacité de pouvoir partager l'écran. Donc s'il brainstorm sur un fichier, il peut partager l'écran de son ordinateur, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un moyen de rapprocher les gens et de les mettre en relation d'une autre façon, de développer une nouvelle interactivité. C'est un peu déstabilisant au départ, hein, ça, je dois vous l'avouer aussi. On a aussi réfléchi sur comment partager du management visuel. Des post-it. Quand vous voyez un coach agile, vous savez qu'il va falloir nettoyer des murs, il va falloir faire de la place. Mais quand on a toujours ces équipes qui sont à distance, nettoyer les murs, ça suffit pas. Donc on a nettoyé les murs, mais aussi il y a eu le choix de travailler sur une expérimentation. Cette expérimentation, c'est d'utiliser des tableaux tactiles pour pouvoir représenter au mur ce qui est notre management visuel. Et vous voyez ici quelqu'un qui déplace son post-it pendant le stand-up, avec des gens à Toulouse qui peuvent avoir le même retour vidéo via l'écran tactile, et donc voir le post-it se déplacer. Et donc, avec des solutions soit de pieuvre ou de haut-parleurs ou des casques, avoir la capacité de pouvoir interagir et dialoguer avec les gens. Ça aussi, ça peut paraître anecdotique, voire optionnel, mais quand on veut s'assurer que tout le monde participe, que tout le monde va apporter de la valeur et va donner son avis, il faut aussi développer des outils et des moyens pour s'assurer que tout le monde communique, tout le monde participe. C'est pas la panacée. Effectivement, on s'éloigne d'une solution management visuel classique qu'on attend et qui est très chère pour nous, les coachs agiles, mais ça permet quand même à des personnes à distance, et je ne parle même pas des ops, qui peuvent être souvent très loin, soit dans les processus, soit dans les bâtiments, d'être intégrés d'une nouvelle façon dans les équipes. Le constat qu'on a fait, c'est que dès qu'on se met au post-it et qu'on a deux tableaux de post-it qui sont censés être synchronisés, au final, ils se retrouvent toujours désynchronisés. Et donc, on n'a jamais réussi à avoir sur la durée des tableaux de post-it synchronisés. Jamais. Donc, après, ça veut dire que il fallait un outil informatique pour être sûr que les choses soient synchronisées. Et en revanche, quand on a un outil informatique, le fait de le regarder sur un tout petit écran est quand même assez gênant. Permet pas forcément d'avoir une vision globale. Et donc le fait d'avoir comme ça des projections en grand, et puis le fait de pouvoir quand même s'en servir avec le doigt comme pour déplacer des post-it, a été quelque chose qui est une bonne émulation du tableau de post-it réel. Et puis on se croit un peu dans Minority Report.
Sauf qu'on gère du Jira. Voilà, donc ce que l'on a vu, notamment sur la partie, donc l'espace bonne nouvelle qu'on vous a présenté, bien, finalement, c'était un des goulots d'étranglement qu'on a eu pour nos 5 pilotes, c'est de trouver des espaces et de pouvoir libérer les espaces pour pouvoir après mettre nos équipes projets à l'intérieur de ces espaces. Et donc moi j'ai passé un temps fabuleux juste pour négocier avec les différentes équipes, pour dire bon, on va faire des jeux de chaises musicales pour pouvoir libérer des espaces et pouvoir mettre les équipes ensemble. Et donc là on a une chance fabuleuse, c'est que on est en train d'installer donc Orange Gardens, qui est un nouveau bâtiment qui va être dédié à l'innovation en région parisienne, à Châtillon, et qui va regrouper en fait toutes les forces d'innovation d'Orange et qui prend en compte justement les outputs de l'expérimentation qu'on a fait à Bonne Nouvelle. Alors, donc en termes de bilan, à date, on s'est posé beaucoup de questions, savoir comment est-ce qu'on devait faire un bilan. Comment est-ce qu'on mesurait l'efficacité du mode agile. On a eu beaucoup de discussions et on ne pouvait pas clairement faire 2 projets en parallèle pour vérifier qu'il y en a un qui allait plus vite que l'autre. D'autant plus qu'il y aurait un petit biais, c'est d'avoir, on n'aurait pas forcément eu les mêmes personnes à l'intérieur, donc même cette méthode-là, elle ne marche pas. Et donc on s'est dit, finalement, ce qui est important, c'est de demander aux gens qu'est-ce qu'ils vivent. Et les acteurs des projets, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils pensent que les méthodes agiles et les moyens techniques qu'on leur a donnés les aident à aller plus vite ou à résoudre leurs problèmes mieux ou pas? Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'effectivement, il y a à 94%, c'est quelque chose qui est vécu très positivement par les salariés. Et donc, nous, c'est le premier bilan. Et quand on regarde un petit peu plus, ce qu'ils nous disent, c'est la communication à l'intérieur de l'équipe, le momentum qu'il y a au sein de l'équipe était quelque chose de fabuleux et qu'ils ne connaissaient pas avant avec le mode un peu de cahier des charges. Et donc, on a réussi à créer des dynamiques. Et certains collaborateurs nous ont dit si on ne s'était pas organisé comme ça, on n'aurait jamais réussi, on n'aurait jamais délivré. Donc ça, je pense que c'est le principal output. Après, on va voir. Donc ça, c'est le deuxième output, c'est que voilà. Merci Benjamin, mais Benjamin, il était la clé de voûte du coaching. Le coaching est vraiment essentiel pour réussir cette transformation. On peut prendre des gens les mettre ensemble, même s'il y en a quelques-uns, et notamment la technique, il y avait pas mal de personnes qui avaient déjà des expériences agiles. On les met ensemble et au final, si on les laisse seuls sans coach, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Et donc vraiment le coach est essentiel. Et donc nous on s'est dit qu'on va avoir une structure à 2 niveaux avec un coach qui va former des coachs internes qui vont eux-mêmes coacher les projets. Donc au démarrage des projets, forcément le coach externe vient aider plus particulièrement les coachs internes pour lancer le projet, puis après est un peu plus distant et dans le faire-faire. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été aussi plébiscité par les équipes, cette présence de coach qui les aide à prioriser les choses qu'il faut changer dans le fonctionnement de tous les jours. Donc tout n'est pas si facile, donc la logistique on en a déjà parlé, c'est un peu compliqué, ça va être beaucoup plus facile dans le futur. Les relations avec le reste du monde, donc effectivement quand on interroge les salariés, ce qu'ils nous disent, on fonctionne beaucoup mieux au sein de notre équipe, maintenant on a des relations aussi avec le reste d'Orange, et ils comprennent pas forcément bien la façon dont on travaille, et aussi ils ne sont pas aussi agiles que nous. Et donc, il y a des frictions encore qu'il faut travailler. Et ça reste un caillou dans la chaussure assez important. Le caillou le plus important dans la chaussure, c'est restant l'alignement des objectifs. Même si aujourd'hui, on voit que les équipes donc quand on a 60 personnes, ils ont forcément tous des managers différents qui ne sont pas dans le projet. Et donc on arrive à avoir des équipes projets qui alignent les objectifs individuels des gens. Néanmoins, il nous remonte encore
le fait que c'est quelque chose, c'est une douleur pour eux. Ils ressentent le fait qu'il y a encore le pouvoir des silos qui fait que tous les objectifs sont quand même pas si alignés que ça. On a réussi à monter une organisation produit, on va dire virtuelle, au-delà de tout aspect organigramme et hiérarchique. Mais les gens et les ressources qui travaillent au sein de cette équipe produit ne partagent pas les mêmes managers et donc les mêmes objectifs, avec les contraintes que ça peut parfois générer. Donc c'est un travail de tous les jours. Pour ça, on a utilisé un outil qui est assez intéressant, c'est la gouvernance adaptative, donc quelque chose qui a été adapté de l'holacratie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'holacratie, donc qui est un petit peu l'agilité, mais le step d'après, c'est de l'agilité qui est adaptée aux organisations. Donc cette gouvernance adaptative a vraiment permis d'aligner des équipes et d'aligner des silos finalement, parce que les équipes en fait c'était des membres de silos différents et qui finalement chacun pensait comme leur silo, et le but était vraiment d'avoir une pensée en fonction du projet et de l'objectif du projet. Donc ça c'est des expériences qui ont assez bien fonctionné pour aligner les gens et faire qu'ils rentrent dans une même dynamique. Également, une évolution de métier du marketing qui est non négligeable. Donc il y avait une évolution vers l'analytics qui est là déjà depuis plusieurs années, mais aussi une évolution sur les interactions clients. Historiquement, donc, on a une communauté de testeurs avec un site internet qui s'appelle Laborange, avec des équipes qui sont spécialisées dans l'interaction client, spécialisées dans la co-création, spécialisées dans l'ergonomie, etc. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces modes d'interaction sont très performants. En revanche, on ne peut pas se permettre, vu leur coût, de les répéter très fréquemment comme on en a besoin dans un mode agile. Et donc, on était amené à revoir la façon dont on faisait nos interactions clients dans les projets agiles. Notamment donc, en faisant des interactions beaucoup plus fréquentes et donc nécessairement aussi un peu moins chères, donc avec des méthodes différentes, avec des interactions flash. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu les startup week-end par exemple, dans les startup vous allez descendre dans la rue puis vous posez des questions aux clients, vous confrontez vos hypothèses pour essayer de les valider. C'est ce qu'on appelait les interactions flash, avec de l'ethnologie en ligne. Où là, par exemple, vous connaissez peut-être l'offre Home Live, qui est l'offre de Smart Home qui est commercialisée par Orange France. On a demandé à nos clients de photographier les différents capteurs IoT qu'ils avaient positionnés dans leur maison, pour comprendre un petit peu la façon dont les gens se servaient des offres qu'ils nous achetaient. Donc, et ils nous envoyaient ces photos. Et donc, l'analyse de ces photos permet de dégager un certain nombre d'insights. Donc normalement, l'ethnologie, on a pour 6 mois. Si on veut faire une bonne étude d'ethnologie, on en a pour 6 mois. Alors, certes, en envoyant des photos comme ça, on apprend beaucoup moins qu'avec une analyse de 6 mois. Simplement, si on est obligé de faire une analyse de 6 mois avant de pouvoir faire quelque chose dans notre projet agile, ça va pas. On n'est pas dans le bon timing. Donc voilà, on a des interactions clients qui sont plus légères, qui apportent sans doute moins d'informations, mais comme on peut les faire plus fréquemment, finalement on peut corriger le tir, et donc même si c'est pas complètement exact, au fur et à mesure on corrige le tir. Et aussi, ce qu'on a voulu faire, c'est que nos équipes d'experts qui étaient spécialisées dans l'interaction client, finalement transfèrent une partie de leur savoir vers les équipes marketing, et que les équipes marketing et de design, soient beaucoup, techniques aussi, mais principalement marketing et design, soient beaucoup plus impliquées dans les tests et dans l'exécution des tests. Finalement, quand on a un designer qui a fait son design et qui met dans les mains du client ce qu'il a pensé, et que le client dit « Ah, c'est nul », bon, il ne le dit pas comme ça, hein, mais quand on voit que le client n'arrive pas à exécuter le scénario, c'est bien plus efficace que d'avoir un expert après qui va dire au designer « Écoute, tu aurais dû faire ça, ça, ça ». Quand on connaît l'ego généralement des designers, on voit bien qu'on a un petit problème de psychologie
dans la façon de faire et que c'est beaucoup plus efficace si le designer s'en rend compte lui-même. Donc voilà un petit peu les évolutions que l'on était amené à faire. Voilà. Et puis une petite invitation donc, pour ceux qui ne sont pas encore passés dans la mezzanine, venez voir Ubi. Donc, c'est notre robot téléprésence qui vraiment fonctionne à merveille pour participer à un stand-up ou à une rétrospective à distance. Il y a vraiment quelque chose de différent et je pense qu'on est... Il y a encore une différence avec le fait d'être présent en physique, hein, mais par rapport à une réunion téléphonique ou une visioconférence, il n'y a vraiment pas photo. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Oh. J'ai peur de ne pas être compétent sur le sujet. Vous avez combien de temps? J'ai peur de ne pas être compétent sur le sujet et de raconter n'importe quoi. Je sais qu'il y a des membres du management qui sont vraiment convaincus qu'il faut que Orange soit plus agile. On a aussi des salariés qui sont des gros évangélistes. Donc, ah bah là, non mais ça ne se fait qu'avec le management. Pour libérer de la place pour avoir des plateaux, en tout cas chez nous, il faut forcément forcer 2-3 portes pour y arriver. Donc, pour avoir des plateaux, il faut forcément passer par le management. Mais dans l'histoire de l'agilité, ça a commencé bien avant le OneRoof. Donc là, c'est quelque chose de plus récent. Mais dans l'histoire, je peux pas vous raconter l'histoire, j'y étais pas. Donc, ouais. Mm. Alors, on est déjà dans le legacy, c'est-à-dire qu'il y a certains projets qui sont des projets vraiment core business sur lesquels il y a déjà beaucoup de legacy et beaucoup d'habitudes anciennes. Donc, non. Alors, je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Neo Retro. C'est un terminal de téléphone fixe qu'on va lancer. C'est dommage, on n'a pas pris l'image. On a parlé sur M6, on en a parlé un peu partout. On l'a lancé en crowdfunding sur Ulule. C'est un exemple de... Vraiment, là, on a difficilement... Je ne sais pas si vous vous souvenez des S63, et puis après des Amaris, etc. Donc on est vraiment dans des business historiques. Et finalement, là, on a conçu un nouveau téléphone, donc avec un look sympa, rétro, etc., comme son nom l'indique. Mais à la fois aussi très technologique et avec le meilleur de la technologie dans un look rétro. Et plutôt que de dire, voilà, on en veut 100 000 et puis on se lance tout de suite, bah, on a mis ça sur une plateforme de crowdfunding, pas parce qu'on avait besoin de sous, mais parce que c'était intéressant d'avoir du retour client. Et donc le fait de mettre en place cette campagne permet d'avoir de l'interaction avec nos clients, de savoir l'appétence du marché. Et finalement, je pense que dans tous nos business, il y a moyen d'être plus agile. Alors maintenant, ce ne sera pas toujours la même agilité, on ne fera pas tous du Scrum, ce sera des choses différentes, mais il y a toujours moyen d'être plus agile. Il faut juste rechercher justement beaucoup plus d'interactions clients, beaucoup d'itérations. Et dans tous les business, on peut faire un step vers plus d'agilité. Oui.
Alors, il y a différents aspects, mais le premier aspect, c'est que ça passe déjà et aussi, et surtout, par le coaching. C'est-à-dire que le coaching et l'accompagnement, la montée en maturité des équipes, c'est les équipes de dev, les équipes marketing ou de product ownership, mais c'est aussi sur le reporting et l'interaction à avoir avec le management. Et dans tous les cas, la mise en place de pratiques agiles au sein d'une équipe, c'est en amélioration perpétuelle. Et c'est aussi des sujets d'amélioration continue qui sont étudiés, et qui sont adressés et qui s'améliorent au fur et à mesure. Typiquement, je vous ai parlé un peu de la gouvernance adaptative qu'on a mis en place dans certains projets. On l'a mis en place, c'était pas du tout prévu. D'ailleurs, c'est pas un outil agile en tant que tel qu'on a l'habitude de le voir. Et on l'a mis en place parce que on avait vraiment des gros problèmes d'alignement et qu'on n'arrivait pas à résoudre autrement. Donc, bon, on est content que ça ait marché. Je sais pas ce qui se serait passé si ça n'avait pas marché, quoi. Ok. Vous n'avez plus de questions? On vous remercie pour votre écoute et votre attention. Et on est à votre disposition si vous avez des questions sur le robot, sur le tableau tactile ou sur les errements ou les difficultés qu'on a pu rencontrer aussi sur les coachings. Bonne fin de journée et merci encore.